publié dans le Journal of Banking and Finance, Chen, Ho et Wang étudient les impacts des liens noués lors de l'organisation de l'introduction en bourse entre les banques conseils et leurs clients sur les opérations d'endettement subséquentes. Il est clair que les banques ont pu accumuler, à l'occasion de ces opérations, des informations plus fournies sur ces firmes clientes. La question posée est alors de savoir si elles exploitent par la suite cet avantage informationnel. Après l'abolition en novembre 1999 du Glass-Steagall Act aux États-Unis, la frontière entre les activités de banque d'affaires et de banque de crédit a été abolie. On peut dès lors penser que des groupes largement diversifiés dans la panoplie d'activités vont chercher à exploiter les avantages obtenus de l'un de leurs départements au bénéfice d'un autre. D'où l'interrogation posée par ces auteurs. Les opérations d'endettement qui suivent sont-elles traitées différemment et bénéficient-elles aux banques introductrices? L'hypothèse H1 retenue est qu'une banque introductrice a plus de chances qu'une autre d'effectuer un prêt à l'entreprise récemment introduite, et ceci pour deux raisons. La première tient à l'avantage informationnel durable gagné qui fait que la banque peut bénéficier d'effets d'échelle au cours des opérations suivantes. Elle a accumulé du fait de sa relation un actif spécifique. La deuxième raison vient de l'accompagnement fait par la banque au profit de son client et qui peut prendre la forme d'un véritable monitoring où s'exerce toute sa surveillance. Chen, Ho et Wang se penchent alors sur les impacts possibles concernant le coût de ces emprunts postérieurs. Ils envisagent deux possibilités. Selon l'hypothèse H2A, la banque profite de son avantage informationnel pour offrir des conditions d'emprunt plus compétitives que celles de la concurrence. Ceci bénéficie donc à son client. À l'opposé, selon l'hypothèse H2B, les actifs spécifiques informationnels détenus par la banque lui permettent de disposer d'une situation de type monopolistique, puisqu'elle est la seule à les détenir. Elle en profiterait alors pour accroître ses marges. Les données rassemblées proviennent des bases SDC de Thomson Financial pour l'identification des introductions en bourse, ou IPO, aux États-Unis, de DealScan pour celles concernant les emprunts bancaires, de la base CRSP pour les données boursières, et de la base Compustat pour les informations comptables. L'échantillon couvre la période 2000-2007 et est postérieur à l'abolition du Glass-Steagall Act. Du fait des exclusions, secteur financier et les services publics, ADR ou fonds mutuels, et des limites de ces bases de données, l'échantillon porte sur 261 firmes, concerne 27 banques introductrices. Le nombre total d'observations est donc de 27 multiplié par 261, soit 7047 par firme banque. Pour tester l'hypothèse 1, Chen, Ho et Wang recourent à une estimation bivariée de type probit. Dans une première étape, la variable IPO réelle, qui vaut 1 si la banque J était une des banques introductrices de l'entreprise I, et 0 sinon, est régressée sur les vecteurs de variables, de caractéristiques et de contrôle, et sur une variable instrumentale, qui est ici une mesure de l'importance relative de la banque concernée J dans les opérations d'IPO étudiées. Dans une deuxième étape, la variable binaire
lender, qui vaut 1 si la banque J est la banque leader accordant un prêt à l'entreprise I. Cette variable binaire est régressée sur l'estimation de la variable IPO réelle et les vecteurs de caractéristiques et de variables de compte. Les variables caractéristiques des firmes retenues sont la taille de l'IPO, nombre de titres mis sur le marché, valorisés au milieu de la fourchette d'offres, la taille de la firme, log du total actif, le levier comptable et le nombre de banques participant à l'IPO. Les variables caractéristiques des banques sont la part estimée de marché, pourcentage des prêts accordés dans l'échantillon contenu, deux variables indicatrices pour désigner s'il s'agit d'un conglomérat ou d'une grande banque, c'est-à-dire une banque dont les actifs sont supérieurs à 100 millions. Enfin, les variables de contrôle sont des effets fixes année de l'IPO, année de l'accord anti-prêt et secteur. Dans les différentes estimations, probit simple ou probit bivarié ici repris, le coefficient associé à la variable IPO réelle est positif et significatif. La probabilité d'être prêteur après avoir été la banque introductrice est donc plus grande. L'effet marginal est le plus important parmi toutes les variables testées, 0,087. Notons que la probabilité d'accord d'un prêt est positivement associée à l'importance de la banque dans l'activité de crédit, la taille de l'entreprise et la taille de son introduction en bourse, et enfin à son levier. Chen, Ho et Wang fournissent des résultats complémentaires qui confortent l'hypothèse 1. Le résultat est robuste si les effets fixes par firme sont introduits. Ils sont robustes également si on se limite aux sous-échantillons de firmes qui n'avaient pas entretenu de relation de crédit avec l'une de ces banques avant l'introduction en bourse. L'histoire des relations bancaires n'a pu ici affecter les choix en matière d'introduction en bourse et donc perturber la constitution de l'échantillon. La deuxième question de recherche soulevée par Chen, Ho et Wang concerne les conséquences de ces relations sur le coût des emprunts. La banque introductrice propose-t-elle des conditions plus compétitives en exploitant son avantage informationnel ou au contraire profite-t-elle de cet avantage de type monopolistique pour extraire une rente? À cette fin, les auteurs cherchent à expliquer les coûts facturés à l'occasion de l'emprunt quand il s'agit d'une banque introductrice et quand il s'agit d'une autre banque. Dans les deux cas, la variable coût est régressée sur un vecteur grand X de variables de caractéristiques de l'emprunteur et du prêt. La méthodologie suivie est celle de Lee dans son article de 1978. Dans un premier temps, un modèle explicatif du choix de la banque, introductrice ou autre, est estimé sous la forme d'une régression probit. Ce modèle sert à estimer les valeurs prises par le ratio de Mills. Ensuite, dans une deuxième étape, la mesure du coût de l'emprunt est régressée sur un certain nombre de caractéristiques et sur l'inverse de ce ratio de Mills estimé à la première étape pour tenir compte du biais de sélection. Le point important est le coefficient β2 associé à ce ratio. Si ce coefficient est significatif et positif, la thèse selon laquelle le coût est plus petit pour la population en question est confortée. S'il est significatif et négatif, c'est que le coût est plus grand. Dans les deux cas,
Ce ratio vient corriger les biais liés à la sélection qui nous intéresse. Du point de vue empirique, les données rassemblées par les auteurs ont permis d'identifier, pour 929 prêts, des mesures de coût global des emprunts, incluant intérêts, commissions et autres éléments. Il s'agit de la mesure AISD, All in Spread Drawn, commune dans ce genre d'études. Cet échantillon est divisé en deux. Une partie contenant les 294 prêts pour lesquels la banque leader était aussi une banque introductrice et 635 autres banques. Le modèle explicatif du choix d'une banque introductrice comme banque prêteuse est ensuite estimé pour les 929 prêts et deux modèles explicatifs des coûts pour chacune des deux sous-populations sont ensuite estimés. Concernant le modèle de choix, estimé à la première étape, les caractéristiques qui ont ici une influence significative sont celles liées au prêt, sa taille et sa maturité, le nombre de prêteurs, et des caractéristiques particulières comme le fait d'être revolving, avec un coefficient ici négatif. Plus intéressants sont bien évidemment les résultats obtenus à la deuxième étape. Notons d'abord que les signes des coefficients associés aux caractéristiques sont généralement les mêmes dans les deux cas. Les plus significatives sont des mesures de taille, firme ou prêt, avec des coefficients négatifs. Le point essentiel est évidemment le coefficient associé à l'inverse du ratio de Mills. Pour la sous-population, où la banque leader du prêt était aussi une banque introductrice, le coefficient est significativement positif. Ceci est cohérent avec l'hypothèse d'un coût moindre de la dette dans ce cas. En revanche, il est négatif, mais non significatif dans l'autre cas. Enfin, Chen, Ho et Wang résument les effets observés à travers la simulation qui suit. Ils estiment d'abord les moyennes des coûts pour les deux sous-échantillons. Ils utilisent ensuite les deux modèles précédemment estimés pour calculer le coût que l'entreprise aurait supporté si elle avait choisi une stratégie différente. Par exemple, pour celles qui ont une banque introductrice, si elles avaient emprunté auprès d'une autre banque, et vice-versa pour celles qui ont emprunté auprès d'une autre banque, si elles avaient emprunté auprès d'une banque qui avait soutenu leur introduction. Les coûts réels supportés sont supérieurs pour les entreprises n'ayant pas choisi une banque introductrice, 269 contre 195 en moyenne. Mais ce qui est encore plus révélateur, les entreprises qui ont choisi une banque introductrice pour emprunter ont diminué significativement leur coût d'emprunt, 195 au lieu de 224, soit une baisse de 29. En revanche, les autres ont supporté un coût plus élevé, 269 au lieu de 205, soit une différence de 64. Il faut relever que les auteurs n'apportent ici aucune explication à un choix aussi défavorable. En conclusion, Chen, Ho et Wang montrent un accroissement significatif de la probabilité qu'une banque choisisse parmi celles qui ont été associées à son introduction en bourse, celle qui conduira son opération de financement par emprunt dans les années qui suivent. Ils montrent que les conséquences de ces choix ne sont pas défavorables à l'entreprise emprunteuse. On aurait pu craindre que la banque profite d'une situation exceptionnelle dans son rapport avec son client pour extraire une rente à son avantage. Cela ne semble pas le cas. Les résultats empiriques confortent beaucoup plus
l'hypothèse d'une réduction de coûts obtenue sous la pression de la concurrence. Au total, ces deux résultats soutiennent la thèse selon laquelle l'avantage informationnel, couplé à une pression concurrentielle, conduit les banques déjà en relation avec l'entreprise à offrir des conditions de coût plus favorables pour des opérations subséquentes. En quelque sorte, la qualité de la relation nouée avec sa banque d'affaires est un véritable actif pour toute entreprise cotée.